fait cette conférence il y a 10 ans, peut-être même 5 ans. Nous aurions peut-être eu 10 personnes dans cette salle. Et c'est une des choses par lesquelles je vais commencer rapidement pour rappeler au fond qu'est-ce qui est en train de bouger cette Afrique et qu'est-ce qui nous amène ici en partie. Puis je vous parlerai un peu de l'impact investment, avec beaucoup de modestie, parce que Jean-Luc m'a fait l'amitié de me dire que j'étais le spécialiste mondial. En fait, je pense qu'il y a plusieurs dizaines de spécialistes mondiaux dans cette salle. Vous êtes nombreux à pratiquer déjà ce métier, certains depuis aussi de très nombreuses années, d'autres de façon plus récente. Et donc j'aurai, je crois, beaucoup d'humilité à partager avec vous quelques-uns des éléments qui structurent cette profession. Et puis j'essaierai ensuite de focaliser mes propos sur l'impact investment en Afrique et en quoi il est pertinent pour parler du sort de ce continent, pour apporter des contributions à ce continent, puisque nous parlons ici d'une catégorie d'investissement qui n'est pas d'abord orientée vers le fait de gagner de l'argent, mais de contribuer à résoudre des problèmes de développement, des problèmes de société. Et c'est de ces problèmes de développement de société qu'il convient de parler si nous voulons parler de ce que nous faisons ici ensemble. Et donc, oups, je crois que c'est dans le sens que là. Je vais commencer par rappeler brièvement quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Nous enfonçons des portes ouvertes assez largement. La croissance africaine a redémarré à partir de la fin des années 90. Elle est, malgré les fluctuations annuelles, le petit choc qu'elle a connu en 2007, elle est très vive. Nous savons qu'elle peut être menacée par un certain nombre de tendances et de problèmes, mais si on la prolonge sur moyenne période au rythme auquel elle est aujourd'hui en train de se constituer. Nous sommes en train de constituer une capitalisation en Afrique qui va mener le continent aux environs de 2000, dans la deuxième moitié, je dirais, des années 2040, à un PIB global du continent qui sera à peu près le PIB de la Chine aujourd'hui. C'est donc et ceci étant le résultat à la fois de la croissance démographique spectaculaire que le continent va continuer à connaître pendant ces années que nous allons vivre, et de l'enrichissement du continent, un enrichissement qui, contrairement à ce que beaucoup disent, est en fait d'abord fondé sur le marché intérieur. La croissance de la productivité n'est pas nulle en Afrique, elle se situe entre 1,5 et 2% par an. La croissance du PIB intérieur, elle est domestique, elle est plutôt de 3-4% par an, en bonne moyenne. Et ceci s'expliquant par le fait qu'en fait, la contribution des exportations, sur lesquelles on a beaucoup l'œil, les exportations de matières premières, etc., n'est pas si grande que ça au PIB, puisque si les exportations africaines croissent en moyenne de 20% par an durant la dernière décennie, un record mondial, les importations croissent elles-mêmes de plus de 16% par an pendant cette même période, également un record mondial. Donc la contribution nette du commerce extérieur n'est pas extrêmement importante aujourd'hui sur l'Afrique, et on va le voir d'ailleurs à l'occasion du ralentissement des cours des matières premières. C'est que ce ralentissement des cours des matières premières va avoir un impact sur les exportations, mais elle va avoir aussi un impact sur les importations, et en fait l'effet net sur le PIB ne sera pas aussi important qu'on l'imagine. Ce qui va se passer, c'est donc que nous allons avoir une modification très importante du poids économique mondial, et cette croissance plus rapide que la moyenne mondiale du PIB africain va projeter le continent africain d'une position d'acteur marginal de l'économie mondiale à un des acteurs importants dans 30 ans. Ceci va être largement lié à un phénomène qui intéresse beaucoup de gens dans l'industrie de l'investissement et du private equity, qui est l'émergence de la classe moyenne. C'est un sujet avec lequel beaucoup d'entre vous sont familiers ici. Un des paradoxes de la croissance économique africaine, c'est que dans les 30 à 40 ans qu'elles vont venir, elle va être à la fois constitutive d'une base extraordinairement importante de classe moyenne, sans doute la classe moyenne la plus importante du monde en termes de nombre de participants. Nous aurons en 2050, nous aurons entre sans doute 500-600 millions de personnes sur le continent qui pourront se qualifier de participants à la classe moyenne. Ce sera plus que la Chine. En revanche, ce continent va aussi continuer à abriter le plus de gens dans une situation d'extrême pauvreté de la planète, puisque du fait de la persistance des inégalités et du fait de la croissance démographique, nous aurons aussi 600 à 700 millions de personnes qui vivront sans doute entre 1 et 2 $ par jour, c'est-à-dire plus qu'aujourd'hui.
Donc ce continent va être, dans les 30 ou 40 prochaines années, le continent de tous les paradoxes, le continent de l'émergence de la classe moyenne, le continent des grandes infrastructures, le continent de l'explosion de la croissance économique, mais aussi le continent d'une très grande misère, une très grande pauvreté, avec beaucoup des problèmes du mal-développement qui seront associés à cette situation. Et j'allais dire, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire à cette situation. Ce qui est frappant également, et je vais terminer là-dessus cette rentrée au pas de course dans cette conjoncture africaine, c'est que les perceptions du monde ont changé. On le voit à travers de très nombreux indicateurs de perception sur les investisseurs, les entreprises, etc. Je crois que le meilleur indicateur du changement de perception des acteurs économiques mondiaux vis-à-vis d'Afrique, c'est l'évolution des investissements directs étrangers. Cette évolution des investissements directs étrangers est spectaculaire. Elle est spectaculaire pour tous les pays du monde. Elle est spectaculaire pour la France. Dans le temps même où la France divisait par 2 sa part de marché du commerce extérieur africain, elle doublait ses volumes d'exportation et elle multipliait par 4 ses flux d'investissement vers le continent. Et aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise du CAC 40 qui n'ait un programme d'investissement vers l'Afrique, qui remodifie sa stratégie. On voit fleurir des instruments d'investissement un peu partout. On voit donc s'opérer, je dirais, quotidiennement, physiquement, un repositionnement du monde occidental vers l'Afrique, avec des impacts très importants, si on raisonne, je dirais, du point de vue d'un acteur comme la France, sur sa situation. Le commerce extérieur avec l'Afrique subsaharienne a créé à peu près une centaine de milliers d'emplois en France dans la dernière décennie. Et si on projette les mêmes chiffres sur la prochaine décennie, si on suppose que nous n'allons pas perdre à nouveau de part de marché du continent africain, ce qui est bien sûr une hypothèse lourde, c'est 450 000 emplois qui pourraient être créés au rythme actuel. Une diapo spectaculaire parce qu'elle projette le continent africain dans une autre position. En 2013 et en 2014, le continent africain a reçu plus que sa part dans le PIB mondial des investissements directs étrangers. Donc nous avons un renversement très profond de perception. Alors néanmoins, je crois qu'il est très important de dire que cette croissance ne va pas sans problème. Il est assez facile, et certains cèdent à ce propos, de dire, regardez, l'Afrique de 2010, de 2015, c'est l'Asie de 1970. Nous allons connaître 50 ou 80 ans de croissance continue, et ceci est lié à des facteurs structurels, l'amélioration des situations macroéconomiques, les questions la transition démographique et le dividende démographique, est sans doute la constitution la plus importante, le facteur le plus important de croissance du continent, la densification des territoires, l'urbanisation, tout ceci représente des phénomènes très structurels qui vont porter le continent pendant très longtemps, et on peut assez facilement développer un discours de grand optimisme. Je crois qu'il est aussi important de regarder les autres faces de la croissance économique africaine ou de la situation du continent aujourd'hui. Et ce sont d'une certaine manière ces faces-là qui expliquent pourquoi l'univers de l'impact investment a une pertinence, et j'y reviendrai, pour le continent africain. Une des premières choses que je crois qu'il faut remarquer, c'est que de la même manière que l'autre façon de dire que nous nous cheminons vers 2050, vers un plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté absolue qu'aujourd'hui sur le continent, c'est de dire que les inégalités sont en train de s'accroître très profondément sur le continent, très rapidement. Ce phénomène n'est pas unique dans l'histoire de la planète. En général, les épisodes de croissance rapide sont associés à des épisodes d'élargissement des inégalités. Ce qui est préoccupant dans le cas africain, c'est que ce rythme d'élargissement de ces inégalités se fait plus vite que dans les autres épisodes de croissance accélérée qu'on a connus dans la planète, plus vite par exemple que dans le cas de l'Amérique latine, de l'Asie, pardon, pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir s'il y avait un intérêt. Et on peut dire que dans la dernière décennie, nous avons vu, le continent africain a été le champion du monde de l'élargissement des inégalités. Et ceci est très lourd de problèmes parce que dans le cas du continent africain, ces inégalités ne sont pas simplement assises, si je peux dire, sur des différences de revenus entre catégories de personnes homogènes. Autrement dit, nous ne sommes pas dans le cas coréen où il y a une homogénéité très grande de la population et les inégalités se font dans un cas d'une homogénéisation, dans le cas d'une société très homogène ethniquement et culturellement. Là, nous avons ces inégalités en fait reposent sur des marginalisations de groupes culturels, ethniques, et renvoient à des situations de conflictualité géopolitique. Donc ce sont des inégalités qui ont un fort degré de dangerosité politique, et un certain nombre de ces inégalités, ces constitutions d'inégalités, sont
à l'origine directe des situations de conflictualité que nous connaissons sur le continent. Et donc on peut dire que, très simplement, qu'un des caps potentiels de la croissance économique africaine est lié à l'extension des situations de conflictualité, et l'extension de ces situations de conflictualité est liée à la façon dont sont été gérés l'accès à la prospérité et la redistribution des richesses. Je crois qu'il est important de dire aussi que la croissance africaine est insuffisante. Elle est insuffisante pourquoi? Elle n'est pas insuffisante pour projeter l'Afrique à un rôle d'acteur international de grande ampleur dans les 30 ou 40 prochaines années, mais elle est insuffisante pour créer suffisamment d'emplois pour absorber la croissance démographique, et elle est insuffisante pour lutter contre ce phénomène que j'évoquais tout à l'heure de marginalisation d'une partie importante de la population du continent. Pour avoir une chance de renverser cette tendance à l'accroissement du nombre de personnes vivant en situation de pauvreté absolue ou quasi absolue en Afrique, il faudrait que nous connaissions des croissances de l'ordre de 8 à 9% en moyenne sur le continent. Nous avons en gros 2 à 3 points de moins par an actuellement de trend de croissance par rapport à ces perspectives. Nous ne sommes pas dans un phénomène de croissance asiatique. Alors, il y a des raisons lourdes par derrière. La croissance africaine est d'abord, je vous l'ai dit, une croissance de marché intérieur, alors que la croissance asiatique a été une croissance d'exportation. Cette stratégie à l'export est beaucoup plus difficile à conduire dans le monde du XXIe siècle qu'elle ne l'a été dans le monde du XXe siècle. Donc, il y a des problèmes importants de politique économique qui se révèlent par derrière. Alors, l'insuffisance en emploi de la croissance africaine n'est pas seulement liée au nombre au rythme de la croissance, elle est liée aussi à sa qualité. Et sa qualité en particulier, cette croissance africaine est très capitalistique aujourd'hui. Si vous regardez les ratios capital-PIB du continent, elle est élevée par rapport aux épisodes historiques. Elle est plus élevée que la croissance économique asiatique dans les années 70. Et ceci est lié au faible contenu manufacturier. Ça peut être paradoxal de dire cela, mais en fait, l'agriculture est une très grosse consommatrice de capitaux. La croissance économique africaine a une composante agricole lourde. Et de ce fait, en fait, un pouvoir redistributeur, créateur d'emplois relativement faible. Et donc, un des grands défis que nous avons devant nous est de savoir si nous pourrons redistribuer, si nous pourrons avoir une industrialisation de la croissance économique dans les 20 ou 30 prochaines années. Ce phénomène est directement lié à la possibilité, comme celui du nombre d'emplois, est lié à la capacité de générer des entrepreneurs et des entreprises. Nous avons très peu de grandes entreprises en Afrique. L'essentiel des grandes entreprises de demain sont actuellement dans les mains d'entrepreneurs qui sont dans leur garage. Et un des sujets très importants de la génération des grands acteurs économiques des 30 à 40 prochaines années, c'est à quel rythme les entrepreneurs qui sont dans leur garage vont en sortir. Rapidement, lentement, ils sortiront de leur garage. Mais le rythme auquel ils sortent, ils vont sortir à une influence très importante. Et je clôturerai sur un seul chiffre, histoire de vous faire un petit peu peur et de contribuer au réveil du matin. Dans les 5 prochaines années, le continent africain va créer, au rythme actuel de la croissance économique, 45 millions d'emplois. C'est d'ailleurs un chiffre hallucinant, qui n'a été rencontré quasiment nulle part dans les épisodes de croissance économique du XXe siècle. Mais dans le même temps, il va y avoir 110 millions d'arrivées sur le marché du travail. Okay ? Je vous laisse méditer sur ce chiffre et sur les impacts de ce chiffre sur les situations politiques et sociales de chacun des pays qui sont concernés. Je dirais un dernier point. Je crois que la situation macroéconomique du continent n'est pas stabilisée. Le continent est sorti des épisodes de l'ajustement structurel avec des réformes très importantes en matière de conduite des politiques économiques, d'état des finances publiques. La plupart des pays aujourd'hui connaissent des excédents primaires importants, et la dette a été considérablement réduite par les annulations de dettes qui ont eu lieu à la fin du XXe siècle. Le stock de dette africain se reconstitue rapidement, dans certains cas spectaculairement. Je crois que beaucoup d'entre nous ont à la tête, par exemple, l'épisode macroéconomique que connaît le Ghana. Le Ghana est une histoire très intéressante.
15 années de cavalcade de croissance économique spectaculaire, le darling de l'aide et des investisseurs. Dans les 5 dernières années, la dette du Ghana, qui a été totalement annulée par les acteurs publics, est passée d'environ 15% du PIB à environ 60% du PIB. Et aujourd'hui, le service de la dette du Ghana représente 50% de ses ressources fiscales. Donc le Ghana doit rentrer dans un ajustement macroéconomique important. Et cet épisode-là nous rappelle que la stabilité fiscale macroéconomique n'est pas quelque chose qui est donné, c'est quelque chose qui continue à se construire sur de nombreuses années avec des politiques qui doivent être extrêmement rigoureuses. Et de ce fait, nous sommes toujours dans un contexte instable macroéconomiquement, avec des comportements de grande précaution qui doivent être prises. Et de ce côté-là, je fais partie, par exemple, de ceux qui s'inquiètent des positions de créanciers que prennent un certain nombre de nouveaux acteurs, comme le Brésil, l'Inde, la Chine. Pas parce que ce sont le Brésil, l'Inde et la Chine, parce que tout simplement ces pays sont en train de faire exactement ce que les pays occidentaux ont fait dans les années 70 et qui ont conduit à la crise de surendettement du continent africain. Donc nous avons aussi des risques macroéconomiques significatifs. Ces risques macroéconomiques sont très importants du point de vue des acteurs du développement et de l'impact investment que nous sommes, parce qu'ils ont une implication très importante sur la capacité qu'ont vont avoir les pays à mener des politiques sociales redistributives et à investir pour le bien-être des populations. Et c'est ça, il faut dire que le sujet, je dirais, de notre côté, c'est pas à qui ces pays doivent de la dette, doivent de l'argent, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans un contexte de resserrer finances publiques pour leur population. Je voudrais aussi insister sur des sujets qui sont relativement peu abordés et qui sont les risques environnementaux que connaît le continent africain. Aujourd'hui, le continent africain connaît une décroissance nette très importante de tous ses actifs naturels. C'est bien sûr vrai des actifs miniers et pétroliers qui sont les plus faciles à mesurer, mais c'est vrai des sols, c'est vrai de l'eau. Et le contexte démographique conduit à une pression extrêmement importante, chaque année davantage, plus resserrée, sur l'ensemble des ressources naturelles. Alors, ce n'est pas un sujet écologique au sens nous aimons les petites fleurs et les éléphants, encore qu'on a le droit d'aimer les petites fleurs et les éléphants. La réalité, c'est que la perte de biodiversité, la perte de sol, la raréfaction relative de l'eau conduit à des caps importants sur les potentiels de croissance. Elle a des impacts directs sur la productivité agricole, qui est menacée dans un certain nombre de cas. Elle a des impacts directs sur la conflictualité sociale lorsqu'on parle de l'accès des populations aux ressources naturelles. Elle a des impacts directs sur la santé de la population lorsqu'on parle de la gestion des déchets et des pollutions. Et tout ceci est en train de se construire à un rythme extraordinairement rapide, je dirais démultiplié par la croissance urbaine, par la croissance de la population. Et le sujet, donc en regardant le long terme, encore une fois, est fondamentalement de savoir si l'accumulation de ces problèmes environnementaux ne va pas à un moment donné contraindre les chemins de croissance des pays africains à des niveaux tels que nous connaîtrons un ralentissement significatif de la croissance africaine. Je crois que, très franchement, ce sujet qui est peu à la mode chez les investisseurs et qu'ils ont tendance à regarder comme étant un sujet de dentelle et de préoccupation de développeurs, est en fait un sujet fondamental pour les politiques d'investissement, et c'est en tout cas un sujet fondamental pour les investisseurs. Alors, après avoir célébré la croissance africaine, je ne voudrais pas que l'on passe, bien sûr, du champagne à la tisane amère. Notre propos ici est d'avoir un discours équilibré et de reconnaître qu'aucune situation de croissance rapide, à la fois démographique et sociale, est une situation sans risque, sans problème, sans défi. Et notre sujet n'est pas, et je crois qu'en tout cas pour une communauté d'impact investors, c'est notre positionnement, notre sujet n'est pas de regarder de façon béate un taux de croissance et de se dire comment en tirer profit financièrement. Notre sujet est comment peut-on contribuer, avec les instruments qui sont les nôtres, à la résolution des défis du continent et le faire dans des conditions financières soutenables. C'est le cœur même et le positionnement de l'Impact Investing, c'est-à-dire ni Cassandre, ni autruche, mais des personnes et des acteurs économiques lucides qui cherchent à lier les rendements financiers et les défis de développement. Donc parlons, si j'arrive à faire marcher cet instrument, parlons donc maintenant de l'impact, de l'investissement d'impact. Et je crois qu'il est temps de dire au fond, qui sommes-nous, que voulons-nous?
Alors, il n'y a pas d'approche scientifique de l'investissement d'impact. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui sont des fins connaisseurs de la scène internationale et des enceintes où on essaie de définir des méthodologies, des standards et des précisions qui ont des rôles importants pour définir l'impact investment comme étant un asset class, une classe d'actifs. Il y a cependant un certain nombre de définitions qui tendent à être reconnues, et sans doute la plus connue, la plus admise d'entre elles est celle que donne le GIN, qui est le Global Impact Investors Network, qui regroupe le plus grand nombre d'acteurs de l'investissement de la planète. Je crois que ce que dit cette définition, que vous pouvez lire sur ces diapos, c'est que fondamentalement, l'investissement d'impact est un acte d'investissement défini par une motivation d'intérêt général, avec une intention de contribuer à la résolution d'un problème d'intérêt général, qui peut être dans l'environnement, il peut être dans le social, il peut être dans le culturel, et en soi, il peut être extrêmement varié. Et cette volonté de contribuer, définit aussi quelque chose de très important, qui est le cadran 3 sur cette diapo, le cadran sud-ouest, et qui est l'importance donnée à la mesure de cet impact, qui va être le fondement du compact et du contrat avec les investisseurs qui vont chercher cet impact. Alors néanmoins, ce qui va différencier, bien sûr, l'impact investment, par exemple, de la philanthropie, à laquelle elle partage la volonté de contribuer à l'intérêt général, c'est le fait d'établir, de le faire avec des instruments de marché qui vont être soumis eux-mêmes à des contraintes de rendement. Ces contraintes de rendement peuvent être très différentes en fonction de la nature de l'activité. On peut imaginer qu'on puisse avoir des meilleurs rendements tout en étant dans une politique d'impact si ce que l'on va faire va passer par le soutien financier à des PME, ou meilleur rendement que si, par exemple, on va travailler dans un sujet où on va s'intéresser exclusivement au secteur de la santé et d'accès à la santé de populations défavorisées. Mais dans tous les cas de figure, on va chercher au moins à retourner le capital aux investisseurs. Ça, je dirais, c'est en quelque sorte le bas de l'attente de rendement. Et dans les meilleurs des cas, on peut s'approcher de rendements de marché classiques en fonction, encore une fois, de la nature du but auquel on va contribuer et de ce qu'il va permettre. Ce qui va caractériser donc l'impact investment, c'est cet équilibre entre l'impact ou la contribution recherchée à un sujet d'intérêt général et le rendement attendu. Il faut que l'un et l'autre soient cohérents, l'un avec l'autre, et le rendement financier va être subordonné au rendement social. Donc les quatre cadrans de cette diapo sont tous importants. L'intentionnalité. L'investisseur d'impact a une intention de contribuer d'intérêt général. Voilà. Elle va mesurer sa contribution, cet acteur va mesurer sa contribution. Il va le faire également avec des espérances de rendement qui vont être spécifiées également ex ante, comme l'expérience de contribution, et qui vont établir en quelque sorte son contrat avec ses investisseurs, qui vont lui demander de restituer du résultat sur les deux plans simultanément dans la manière dont ça a été équilibré. Et encore une fois, tout ceci avec une gamme d'attentes financières qui va profondément varier sur la nature des produits. Ces impacts, en fait, si on rentre un peu plus dans le détail, on peut les affiner en disant qu'on va en général les distinguer entre ce qu'on va appeler des résultats et des effets. C'est-à-dire les résultats qu'on va attendre du véhicule vont être les impacts immédiats qu'il va avoir sur l'activité qu'il génère, et les effets qu'on va également calculer, qu'on va chercher à générer, vont être la façon dont, en prenant en compte toutes les externalités de l'action et les effets à long terme, quelle va être la contribution effective à la politique publique, au sujet d'intérêt général qu'on va chercher. Alors les thématiques sont très très diverses, et ici je vous en ai donné quelques exemples. On peut s'intéresser à travers l'impact investment à la création d'emplois,
c'est en général l'activité des fonds PME. On peut s'intéresser à la pauvreté rurale. C'est par exemple c'est le cas d'activités comme Route Capital ou Dinjaro, du nouveau fonds. Alors le nouveau fonds sur l'énergie, sur l'accès à l'énergie, s'intéresse aux questions environnementales, mais aussi aux questions de pauvreté. Donc là, on n'est pas tellement sur l'emploi, mais on va être sur les problématiques de pauvreté. On peut s'intéresser aux questions d'accès à la santé. Le fonds qu'a constitué la SFI avec la Gates a été le premier grand véhicule à avoir une activité thématique sur ce sujet. On peut s'intéresser aux problématiques d'environnement, de carbone. C'est le cas, par exemple, des fonds qui ont été développés sous l'impulsion de Danone, comme Livelihoods, le nouveau fonds carbone qu'ils mettent en place. Mais il existe, par exemple, d'autres fonds dans le monde générés par des grandes ONG comme Conservation International, qui sont des fonds exclusivement consacrés à la biodiversité, mais aussi avec des attentes de rendement. On peut s'intéresser à l'énergie et au carbone, je vous ai cité Energy Access. On peut s'intéresser aussi aux impacts économiques à travers à la réduction de la pauvreté, à travers y compris de l'investissement dans des infrastructures, notamment de petite et de moyenne taille, avec des objectifs communautaires. Et ceci n'est qu'un exemple, on pourrait en citer d'autres dans le domaine, par exemple, de la culture, des arts, etc. Encore une fois, l'impact investment n'est pas défini par la nature, par une catégorie particulière de sujets d'intérêt général, il est défini par le fait qu'on s'intéresse à des causes qui sont extra-financières. Alors cette catégorie, donc si on regarde aussi les acteurs, ils sont extraordinairement divers en ce qui concerne leurs attentes de rendement. Comme ce que vous rappelle cette diapo que nous avons repiquée chez AXA Investment Managers, qui est un nouveau grand fonds institutionnel consacré à l'impact investment. On trouve des acteurs qui vont, pour employer un langage qu'aime bien Olivier Deguerre, de l'impact first à la finance first, c'est-à-dire des acteurs qui vont être davantage sur la maximisation de l'impact extra-financier et qui vont accepter des rendements extrêmement faibles, et d'autres qui vont, au contraire, être très proches de rendements du marché, et qui vont être, et je crois que c'est le point principal, toujours gouvernés par l'idée que leur contribution à l'impact est leur première motivation, et deuxièmement, qu'ils acceptent et ils assument toujours de faire un arbitrage favorable à l'impact par rapport au rendement. S'il n'y a pas cet acte d'arbitrage, au fond, rien ne différencie un acteur différencierait un acteur de ce type-là d'un fonds d'investissement bien géré dans des conditions éthiques, qui a envie de faire des affaires, mais le fait en respectant des bonnes disciplines environnementales, sociales, éthiques. Il y en a beaucoup sur le marché, c'est très bien, on a besoin de ces acteurs-là. Ce ne sont pour autant pas des acteurs de l'impact investment, parce qu'ils ne sont pas, encore une fois, gouvernés par un objectif d'intérêt général, et ils ne sont pas décidés à faire un arbitrage entre le rendement et cet objectif d'intérêt général s'ils rencontrent cet arbitrage. Cette question, ce concept de l'arbitrage et ce concept de l'intentionnalité sont fondamentaux et sont fondamentaux, constitutifs du mouvement de l'impact. Et je crois que c'est très important de le dire, parce que, du coup, les politiques publiques qui entourent ces acteurs ne doivent pas se tromper non plus. Il y a des conséquences qui peuvent être fiscales, qui peuvent être réglementaires sur le positionnement de tel ou tel acteur. Pardon. Alors, ces investisseurs d'impact sont de plus en plus nombreux. Ce mouvement est né dans les années 90, beaucoup promu par des family office et par des fondations, souvent des fondations de petite taille, à la recherche d'alternatives aux modes d'action caritatifs. C'est souvent comme ça que la recherche s'est née. Ces acteurs se sont dit, nous donnons des subventions depuis très longtemps, on est content ou moins content, et en tout cas, on sait que ces actes de subvention, cette démarche philanthropique, a des limites.
importante, elle ne permet pas d'aller aussi loin qu'on le voudrait dans la résolution de problèmes sociétaux. Il faut passer un cap, et notamment beaucoup d'acteurs ont commencé à s'intéresser à l'impact investment en se disant que des actions qu'ils menaient autrefois à titre caritatif pouvaient en voir donner lieu à une forme de pérennisation financière. Il y avait des modèles économiques par derrière. Si je pense par exemple à un des fonds les plus anciens en France de l'impact investment, qui est le fonds Danone Communities, c'est comme ça que cette démarche est apparue aussi, chercher à donner un modèle économique à des activités d'intérêt, des activités sociales. Et en fait, ce fonds d'ailleurs a réussi à le faire. Et beaucoup d'acteurs qui venaient de cette origine sont engagés là-dedans. Mais et petit à petit, les acteurs se sont diversifiés. Ils ont bien entendu inclus des acteurs publics, les fonds publics, les sociétés publiques de financement du secteur privé. En France, je dirais les Proparco de ce monde. Les entreprises privées se sont de manière très significative engagées dans ce domaine. La France est un des pays dans lequel les grands groupes du CAC 40 sont le plus engagés dans ce domaine, avec de nombreuses initiatives qui sont générées par Schneider, par Lafarge, par Danone, par GDF Suez, et j'en oublie certains d'autres. Et ces grands groupes ont vu, dans les années 2000, une façon de faire de l'innovation sociale, d'approfondir et de traiter les conséquences, les enjeux globaux de leur métier à travers un instrument qui était à la fois différent de leur core business mais qui était lié. Et cette démarche s'est révélée extrêmement profitable et bénéfique pour eux, que ce soit en termes d'image, mais que ce soit aussi en termes de contribution à leur plan stratégique. Et l'évolution récente de sociétés comme Danone, qui en fait refont de cette approche le fondement même et incorporent cette approche le fondement même de leur core business est extrêmement significatif. Bien entendu, les family office n'ont cessé d'investir dans ce domaine, et tout ceci nous amène à des montants très importants. Alors, comme les définitions sont floues, la mesure des actifs gérés dans l'impact investment était même floue. Il y a des enquêtes qui sont parcellaires, qui sont surtout liées aux réponses spontanées à des enquêtes qui sont menées par des grands cabinets, par grands acteurs. Dans ce domaine, celle qui a tendance à faire le plus foi est celle qui est menée par JP Morgan, qui s'appelle l'Impact Investment Survey. La dernière vient de sortir, et elle évalue environ à 46 milliards de dollars les actifs investis dans la catégorie. Ces 46 milliards étaient une petite poignée de milliards il y a une dizaine d'années. Donc la croissance du secteur est très importante. Elle est de l'ordre de 15 à 20% par an. Donc c'est une catégorie très dynamique qui attire de plus en plus de capitaux. Alors à partir de là, cette catégorie est quand même très segmentée. En fait, une partie très importante des acteurs d'impact investment sont des acteurs domestiques. Ils travaillent sur leur propre marché. Le royaume de ce secteur est aux États-Unis, où les problèmes traditionnels de couverture sociale, d'inégalité, génèrent beaucoup d'intérêt de la part des impact investors qui agissent dans le domaine de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé de populations pauvres aux États-Unis, avec des instruments qui ressemblent dans leur méthodologie tout à fait à ceux dont on va parler aujourd'hui, qui s'intéressent à l'Afrique, mais ils sont sur leur propre marché avec des investisseurs également domestiques. Et en fait, c'est le plus gros aujourd'hui encore de l'impact investment. La catégorie internationale de l'impact investment, qui s'intéresse aux problématiques de développement, est minoritaire à l'intérieur de ce monde. La microfinance est un acteur important de ce monde. J'en profite pour dire que la microfinance peut être considérée comme une partie de l'impact investment. C'est une partie qui a été précurseur. Elle a construit une industrie considérable, ce qui d'ailleurs doit nous donner à réfléchir sur ce que va être l'essor de ce mouvement de l'impact investment il y a 10 ans. J'ai tendance à dire que l'impact investment dans les entreprises est un peu dans la même situation que la microfinance il y a 20 ans. Nous avons environ une vingtaine d'années de retard, mais on peut vraiment dire, je crois, que la microfinance fait partie de ce mouvement et qu'elle l'a, d'une certaine manière, presque fondé et créé. La microfinance, c'est bien une façon de travailler avec un instrument financier pour résoudre les problèmes d'intérêt général et avec des attentes de rendement qui peuvent être même diversifiées en fonction des catégories d'impact investment. Alors, pourquoi l'impact investment est important pour les problèmes de développement africains?
Je crois que nous sommes dans une catégorie qui est en fait essentielle pour contribuer à la résolution des problèmes africains et des problèmes de croissance que j'ai évoqués. Ces problématiques de croissance, je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, elles sont croissantes de qualité de croissance et de déséquilibre. Ces problématiques sont croissantes en qualité et en quantité. Avec la croissance de la population africaine, la diversification des situations, les problématiques de structure que je vais évoquer, chaque année, les défis vont continuer à s'accroître. Or, en face de ces défis, il est illusoire de penser que les gouvernements, que ce soit les gouvernements africains ou l'aide publique au développement, vont résoudre les problèmes à eux seuls. Ils ne vont pas le pouvoir pour deux raisons principales. La première, c'est que les ressources vont manquer. Le continent africain a beau, grâce à la ponction fiscale améliorée, accroître ses ressources fiscales. Le continent africain a ajouté à peu près 300 milliards de dépenses publiques générées par sa propre fiscalité dans la dernière décennie, par an. C'est très considérable à l'échelle du continent africain. C'est ce qui fonde d'ailleurs l'essor des services de santé et d'éducation que nous voyons un peu partout et l'amélioration de l'infrastructure. Mais ces ressources pèsent finalement de manière modeste par rapport à l'explosion de la croissance démographique. L'aide publique au développement a atteint, elle, environ presque une cinquantaine de milliards sur le continent africain, 45 milliards environ. C'est en fait, mais elle stagne et elle va sans doute stagner en raison des problèmes et des contraintes budgétaires des pays industrialisés. Donc nous allons avoir des ressources financières qui vont être constamment courir par derrière l'extension de la population, et ça va être vrai pour les 30 prochaines années. Ça ne va malheureusement pas changer. Et du coup, on a besoin de ressources additionnelles, de ressources privées, de ressources qui s'intéressent à ce sujet d'intérêt général. Et d'autre part, la deuxième raison, c'est que les finances publiques ne peuvent pas atteindre un certain nombre des cibles que l'Impact Investment peuvent atteindre. Elles ne peuvent pas générer des services d'éducation privée. Elles ne peuvent pas résoudre des problèmes de sol. Donc, qualitativement, il y a toute une série de défis. Elles ne peuvent pas, ces ressources publiques, traiter des problèmes d'emploi. Donc il y a toute une série d'enjeux publics qui vont d'intérêt général, qui de toute façon ne sont pas dans le périmètre d'atteinte des acteurs publics. Et donc, dans tous ces sujets, nous allons pouvoir faire une contribution importante, je dirais un peu dans toute la problématique de l'accès. L'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès aux ressources naturelles, l'accès au transport, l'accès à la finance, pour la microfinance, l'accès à l'emploi. Je dirais que dans les 30 ans qui viennent, l'Impact Investment est un formidable outil pour transformer la problématique de l'accès aux opportunités pour tous les Africains. Et ceci dans des conditions où on va avoir besoin de très peu d'argent public, un petit peu, on ne va pas faire totalement sans, mais on va faire avec très peu de subventions, plutôt des attentes sur la qualité de l'environnement réglementaire, institutionnel, dont va bénéficier ce secteur. Et par ailleurs, nous allons, je pense, attirer de plus en plus d'acteurs privés parce que, pour les raisons que je vais évoquer, l'Impact Investment va être investi, je le crois profondément, par des grandes entreprises, par des acteurs financiers qui vont y voir des intérêts importants pour résoudre les problèmes auxquels ils sont eux-mêmes affrontés sur le terrain africain, mais ils vont également y voir des intérêts pour leur politique de responsabilité sociale et environnementale, pour leurs problèmes d'image sur le continent. Donc nous avons un réservoir très considérable d'attraction du capital privé vers ces objets, et beaucoup d'entre nous qui sont dans cette salle et qui pratiquent ce métier peuvent déjà témoigner de cette transformation. Alors je vais terminer par un rapide focus sur la question des petites et moyennes entreprises, qui va être une façon d'illustrer ces problématiques de l'environnement. Et je vais en construire à partir de cette remarque qui, je l'espère, vous a terrifié, des 110 millions d'arrivants sur le marché du travail dans les prochaines années et de l'énorme gap d'emploi auquel nous avons à faire face par rapport à ça. Alors, les PME sont un acteur très important pour traiter ce problème. À l'évidence, ce sont elles qui vont contribuer, qui vont être le plus gros contributeur à la création de jobs dans les 20 prochaines années. Pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure, il y a très peu de grandes entreprises en Afrique, il faut le redire. Il n'y a rien de mal à dire des grandes entreprises, sauf qu'il y en a très peu. Et c'est juste le produit de l'histoire de l'économie africaine, c'est juste le produit de l'histoire des investisseurs étrangers en Afrique. Et donc, nous allons un enjeu très considérable à accélérer le nombre
le développement des PME et l'arrivée de nouveaux acteurs dans le domaine du marché, de l'offre productive, c'est-à-dire des startups. C'est vrai dans le secteur informel, qui va demeurer une catégorie très importante d'action des pouvoirs publics, mais ça va être vrai de plus en plus du secteur formel, parce que nous ne pouvons pas nous contenter d'emplois informels. Nous avons besoin d'emplois formels, compte tenu des couvertures sociales qu'ils apportent aux travailleurs, compte tenu des contributions finances publiques qu'ils accordent. Donc la question de l'enjeu de la formalisation de l'emploi et de sa qualité va également être une composante très importante de notre problématique d'équilibre, à la fois de rapidité, de rythme et de qualité de la croissance économique. Ces PME, elles vont également jouer un rôle important dans tout l'accès aux services essentiels. Elles sont déjà en train de constituer une offre dans l'accès à l'éducation, à la santé, aux ressources naturelles, etc., etc. Elles vont être des acteurs très importants de la fourniture de services aux populations, de gens qui vont acheter cet accès, parce qu'il y a aujourd'hui cette croissance, cette dynamique heureuse qui fait que la croissance économique donne des revenus supplémentaires aux populations, qui peuvent acheter des services. Ces services permettent de générer des entreprises qui elles-mêmes distribuent des revenus par travers un salaire, qui permettent aux gens d'accélérer, etc., etc., etc. C'est le cercle vertueux de la croissance économique. Nous sommes rentrés dans ce cercle et l'accroissement de l'offre de services aujourd'hui va être l'offre d'accès va être un accélérateur de la quantité, de la qualité, de l'équilibre de la croissance économique sur le continent. Et ce tissu de PME donc, va bâtir le tissu économique dont le continent a besoin. Alors malheureusement, passons aux mauvaises nouvelles. Ce secteur des PME est aussi le secteur oublié des politiques publiques. Les gouvernements, pour des raisons qui sont les mêmes sur toute la planète, aiment les grandes entreprises, le caractère structuré du dialogue qu'elles peuvent avoir avec eux, le caractère massif des sujets dont elles peuvent discuter. Et sur le continent africain, si l'on regarde les politiques publiques qui sont construites au niveau des PME, elles sont dans l'immense majorité des cas les oubliées. Il y a, je crois, 1 ou 2 Small Business Act sur tout le continent africain. Les dispositifs réglementaires sont souvent pénalisants. Les entreprises, ces PME, sont souvent les premières victimes des problèmes institutionnels et économiques en Afrique. Elles sont les premières victimes de la corruption. Elles sont les premières victimes des ajustements économiques. Elles sont les premières victimes des comportements de mauvais payeurs des États. J'ai moi-même une longue liste d'histoires d'horreur à partager avec vous sur ce terrain. Et le point essentiel qui revient systématiquement dans toutes les enquêtes auprès des entrepreneurs, elles ont un accès extraordinairement restreint à la finance. Alors ceci est lié à l'état général du secteur bancaire africain. Les États africains restent des émetteurs de dettes importants et conduisent des déficits publics importants. Cette conséquence fait que dans beaucoup de pays africains, le secteur bancaire est à la fois très liquide et essentiellement investi dans des titres d'État à rendement élevé, qui ont un effet d'exclusion quasi automatique des risques qui sont considérés les moins bons, qui sont ceux des PME. La combinaison des taux d'intérêt élevés et des politiques préférentielles menées par les banques centrales et des politiques déficits menées par les États ont tendance à évincer le secteur des PME de l'accès à la finance. Le continent africain n'est pas le seul endroit du monde où ça se passe comme ça, mais disons que ça s'y passe de manière assez généralisée. À cela s'ajoutent des problèmes que nous connaissons sur toute la planète. C'est plus compliqué pour les banquiers de travailler avec des sociétés récentes, avec des track records limités, avec des collatéraux faibles, dans des conditions où, par ailleurs, il est difficile pour les banquiers de réaliser leurs garanties pour des raisons que nous connaissons bien, etc., etc. Bref, le secteur bancaire est difficile d'accès pour les PME. Ne parlons pas des start-up. C'est vrai aussi pour les bourses. Les bourses africaines sont étroites, peu nombreuses, onéreuses d'accès, très peu ouvertes aux PME. Donc il y a très très peu de possibilités pour une PME de se financer en dehors du love money et du secteur familial. Et ce point-là apparaît comme systématiquement le premier point de contrainte exprimé par les chefs d'entreprise et créateurs d'entreprises en Afrique. Alors maintenant, un petit exemple, je vais prendre l'exemple qui est le nôtre pour dire finalement comment on peut traiter ce problème, mais aussi quelles sont les conséquences financières qu'il y a à traiter ce problème en termes d'investisseurs d'impact.
Alors, sans rester très longtemps là-dessus, il se trouve que pour nous, c'est un des sujets essentiels de notre famille d'investissement. Nous existons depuis 13 ans. Nous sommes rentrés dans le capital de près de 60 sociétés à l'heure où je vous parle. Et nous traitons à la fois des PME moyennes, des PME très petites, un nombre très significatif de start-up, et nous continuons à investir historiquement depuis 50 000 euros d'apport en fonds propres jusqu'à 1,5 million. Donc nous connaissons, y compris de façon intime, depuis une longue durée et de l'intérieur, la problématique des très petites entreprises, des start-up, et cet univers dont on parle aujourd'hui. Et nous ne sommes pas seuls pour le faire, puisque nous avons en tout et pour tout rassemblé environ près de 80 millions d'euros pour conduire ce travail, avec une quarantaine d'investisseurs privés et institutionnels qui nous ont suivis dans cette longue décennie. Donc nous faisons, excusez-moi, j'y arriverai, nous faisons ce que font beaucoup des fonds qui s'intéressent à ce sujet, c'est-à-dire nous apportons à la fois des financements, mais du soutien technique et de l'accompagnement des entrepreneurs, avec le temps de travail de nos propres équipes, mais aussi les fonds en subvention que nous avons reçus de quelques-uns de nos investisseurs, comme la BEI, comme Proparco, et qui nous permettent d'apporter des ressources à coût partagé avec les entrepreneurs pour résoudre leurs problèmes technologiques, leurs problèmes managériaux, leurs problèmes commerciaux tout au long de leur vie. Et comme vous pouvez l'imaginer, nous travaillons techniquement comme un fonds d'investissement, c'est-à-dire que nous apportons des fonds propres. Au bout d'un certain nombre d'années, 5, 6, 7 années, nous revendons les sociétés, dans beaucoup de cas aux entrepreneurs eux-mêmes, puisque notre logique c'est de faire émerger des entrepreneurs, et donc notre sortie préférentielle c'est de leur rendre la propriété, mais ce n'est pas le seul mode de sortie. Alors je vais vous citer un seul cas qui va résumer toute la problématique. Aïcha Sy est une Malienne et elle a fondé il y a une dizaine d'années une société qui fait des carreaux en ciment au Mali. Les carreaux en ciment, c'est très important dans la vie quotidienne des Africains. Si vous connaissez tous la saison des pluies, vous savez qu'on préfère avoir sa cour pavée plutôt que d'avoir de la latérite. Donc Carotech Mali a démarré comme une start-up avec personne, tout simplement, Aïcha Sy elle-même. Nous avons investi à l'époque avec elle lors de la création de sa société, et 6 ans plus tard, dans le cours d'un parcours où elle a fait environ 25% de croissance de son chiffre d'affaires par an et de sa rentabilité, elle avait 25 personnes en emploi direct, à peu près 5 fois plus en emploi indirect autour d'elle, au cœur de Bamako. Et nous avons revendu cette société à elle-même, Aïcha, 6 années plus tard, en faisant un multiple de plus de 2 et un taux de rendement interne, un TRI, de l'ordre de plus de 20% sur cette société. Donc vous pourriez me dire, cher Jean-Michel, c'est très sympathique, mais pourquoi n'avez-vous pas offert de payer toute la conférence? Est-ce qu'on pourrait utiliser votre jet privé pour rentrer à Abidjan, ou est-ce qu'on peut rentrer tous dans votre Bentley pour aller se faire un déjeuner chez Maxime? Et oui, mais nous avions investi 50 000 euros à l'époque. Donc, en fait, quand je dis un multiple, c'est près de 3 pour atteindre ces... Donc, nous avons revendu la société environ 150 000 euros. Nous avons gagné environ 100 000 euros pour 6 années de travail avec cet entrepreneur. Ce qui veut dire qu'à la fois, nous avons généré un TRI net extrêmement élevé, mais que nos investisseurs n'ont pas vu grand-chose du retour. On leur a restitué le capital, et même un petit peu plus, mais le rendement de cette affaire, pour eux, n'a pas été de plus de 2-3%. Et ceci est lié au fait qu'accompagner une entreprise de cette sorte tout au long de son chemin de croissance, même quand les salaires de l'équipe d'investissement sont modestes, même quand l'équipe d'investissement loge dans des petits hôtels ou chez des copains, et si elle voyage en seconde classe, cet investissement est onéreux à suivre, non pas en valeur absolue, mais relatif à la taille de l'investissement. Et toute la problématique de l'impact investment est résumée en quelque sorte dans les PME, résumée dans cette courbe. Cette courbe n'est pas scientifique. Je ne me ferai pas pendre pour chacun des chiffres qui y figurent. Mais ce qu'elle vous dit globalement, c'est que le métier d'investissement étant un métier largement à coût fixe, plus votre entreprise est de petite taille, moins vous allez gagner de l'argent en net investisseur, même si les rendements bruts sont très élevés, et même si les sociétés sont très performantes. C'est tout le paradoxe que nous avons à gérer. L'investisseur d'impact dans le monde de la PME va générer une externalité très forte, dans le cas d'Aïcha, en permettant l'émergence à Bamako d'une femme entrepreneur de qualité, visible sur le terrain,
dans un pays musulman, une femme entrepreneur dans un pays musulman, dans un pays qui est en crise et qui a vécu 2 événements politiques majeurs durant la période de l'investissement. Et tout ceci en créant en indirect près de 150 emplois au cœur de Bamako. Je ne compte pas les familles qui vont vivre de cet emploi. C'est une contribution. Et le tout pour un investissement de 50 000 €. Je vous laisse méditer une seconde sur le rapport impact apport financier. Mais, malgré la réussite financière d'Aïcha, malgré la rentabilité très élevée de sa société, malgré la rentabilité très élevée en net de l'investissement en investisseur, finalement, ça restera un acte non pas philanthropique, mais extrêmement limité dans ses retours financiers. Alors j'espère qu'à travers cet exemple, vous avoir fait prendre conscience des raisons pour lesquelles, de ce qu'un exemple d'un équilibre impact-rendement, et de l'arbitrage explicite que va faire l'investisseur au départ lorsqu'il va se rendre dans ce genre s'investir dans ce genre d'activité. Il s'avère que nos investisseurs, dont plusieurs dans cette salle sont présents ici, je pense sont très heureux de l'aventure d'Aïcha et de ce que nous avons fait avec elle, parce que nous cochons toutes les cases et que c'est cela qu'ils souhaitaient de nous. C'est cela, c'est le cœur du rendement du véhicule. Et encore une fois, dans cet équilibre entre la contrainte de rendement, nous n'aurions pas assumé et pas accepté de ne pas retourner au minimum le capital à nos investisseurs. Ça, c'est la base même de notre compact avec les investisseurs d'IPDEV. Mais nous n'aurions pas non plus assumé d'aller faire un investissement dans une mine d'or et d'avoir 35% de TRI, en rémunérant des investisseurs étrangers localisés à Dubaï ou à Paris. Voilà. Donc le cœur de cet équilibre est là, et je crois que je vais terminer en disant que cet exemple-là nous permet d'illustrer tous les rendements sociétaux à 360 degrés que peut atteindre l'investissement d'impact dans cette catégorie particulière qui est la PME et le job. Encore une fois, bien d'autres illustrations pourraient être données dans l'environnement, dans la culture, dans la santé, etc. Et nous voyons bien, je crois, à quel point nous pouvons réussir tous ensemble à apporter cette contribution qualitative et quantitative extraordinaire à la croissance africaine si nous étions capables tous ensemble, non pas d'avoir une seule Aïcha, mais plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers de Aïcha qui ensemenceraient le continent africain d'une génération nouvelle d'entrepreneurs, apporteurs de stabilité politique, sociale, créateurs de classe moyenne, créateurs de richesse, générateurs d'un emploi et générateurs d'entrepreneurs et d'entreprises responsables et donc payeurs d'impôts, alimentant les caisses des États pour l'éducation et pour la santé. On voit l'extraordinaire enjeu qu'il y a à réussir cette entreprise. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Thank you, Jean-Michel.